Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir ce matin pour ce webinaire dédié au sujet d'autoconsommation. Donc, quels paramètres à prendre en compte pour mon projet d'autoconsommation? Je suis Pascal Bousquet et j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire, de l'animer. Voilà. Pour présenter nos intervenants, nos participants aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Tarieux, chargée de mission solaire au syndicat des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Coralie Delafonché, qui est avocate pour le cabinet Adaltis. Bonjour à tous. Mathieu Grabowski, responsable commercial autoconsommation pour JP Énergie Environnement, ou JP2E. C'est ça, bonjour tout le monde. Et Bruno Pellier, qui sera à distance, responsable des services généraux chez AVEM. Donc peut-être pour démarrer cette présentation, je vous donne le déroulé du webinaire, donc qui va démarrer par une intervention sur le contexte général de l'autoconsommation. Nous aborderons les sujets de montage contractuel dans le cadre d'un projet, pour arriver ensuite à une revue de cas pratiques, alors que ce soit des projets clés en main d'abord avec Mathieu, et nous aurons également la présentation par Bruno d'un cas de projet accompagné dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, ou AMO, mais on reviendra sur ces éléments tout à l'heure. Nous terminerons par une session de questions-réponses. Et pour vous présenter un peu l'organisation de ce webinaire ce matin, donc nous allons consacrer 40 à 45 minutes aux présentations, suivies de 15 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas de poser l'ensemble de vos questions via l'outil, vous en avez la possibilité. L'ensemble des inscrits ce matin au webinaire recevront le replay. Et pour dernière info, tout à l'heure, avant de passer à la session de questions-réponses, je reviendrai vers vous avec 2 sondages, et notamment vous aurez la possibilité de solliciter un entretien personnalisé avec nos experts. Donc voilà, n'hésitez pas tout à l'heure si vous avez l'envie d'approfondir votre projet. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire les uns les autres une présentation rapide de nos entités. Je vais démarrer. Donc Crédit Agricole Transition Énergie, qui est la nouvelle filiale du Crédit Agricole, détenue à la fois par Crédit Agricole SA, entité cotée du groupe, et les caisses régionales qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Tout simplement de vous montrer le site internet de Crédit Agricole Transition Énergie qui vient d'être lancé, sur lequel vous pourrez trouver à la fois nos missions et par exemple aussi l'ensemble de nos communiqués de presse, mais bien d'autres choses. Donc voilà, je vous invite à trouver l'adresse pour aller voir notre site. Et tout simplement pour compléter, le groupe Crédit Agricole est très investi depuis des années sur l'accompagnement des énergies renouvelables. Vous voyez à travers cette carte notre dispositif, avec en région nos caisses régionales qui ont recruté une communauté de conseillers en transition énergétique qui sont aux côtés des chargés d'affaires là pour accompagner vos projets avec des partenaires, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc nous en avons un aujourd'hui avec nous. Donc n'hésitez pas en local à faire appel à nos équipes expertes. Voilà, donc je vais laisser maintenant Camille présenter le syndicat des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Oui, en quelques mots, le syndicat des énergies renouvelables est donc un syndicat professionnel. Nous représentons toutes les énergies renouvelables, donc vous les voyez s'afficher ici, et ce sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on a autant des industriels, des développeurs, des financeurs, des juristes qui travaillent avec nous et que nous représentons auprès d'élus à l'échelle locale, nationale et également européenne. On a une grande majorité d'adhérents qui travaillent sur le solaire et qui peuvent compter sur notre équipe permanente. Parmi nos missions, donc, vous permettre d'échanger, vous représenter et permettre le bon développement du solaire en France. Peut-être Coralie, pour une présentation de votre cabinet. Oui, donc Coralie Delafonché, moi je suis avocate au sein du cabinet Adaltis Avocats et je copilote également le groupe de travail dédié à l'autoconsommation au CER aux côtés de Camille.
En quelques mots, Adeltis Avocat, on est un cabinet d'avocats implanté sur toute la France, Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Rennes. On intervient sur tous les domaines du droit public et privé des affaires, notamment l'énergie et notamment les sujets de valorisation et d'autoconsommation qui nous intéressent aujourd'hui. Mathieu, peut-être pour présenter. Oui, Mathieu Grabowski, donc je suis responsable commercial de notre activité autoconsommation chez JP Énergie Environnement. Donc nous sommes un des principaux acteurs des énergies renouvelables en France. L'entreprise a plus de 20 ans d'existence et nous développons, finançons, construisons et exploitons des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques. À ce jour, on détient un parc de plus de 600 mégawatts et on devrait atteindre 1 gigawatt de puissance d'ici fin 2027, on espère. Il y a 3 ans de cela, on a ouvert une activité, on a décidé de diversifier nos activités avec la création d'une cellule autoconsommation pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique en les aidant à concevoir, réaliser et maintenir des installations photovoltaïques clés en main adaptées à leurs usages. JP2E aussi, c'est une trentaine de métiers. On a des ingénieurs, des chefs de projet, des développeurs, des techniciens. On maîtrise vraiment toutes les étapes d'un projet ENR, donc de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance. C'est ce qui nous permet de proposer un accompagnement complet et de qualité pour nos clients. Et enfin, sur quelques réalisations que vous pouvez voir, donc on réalise des centrales au sol de plus ou moins grande puissance sur d'anciens sites, d'anciennes friches industrielles ou des sites dégradés principalement, des réalisations photovoltaïques sur les sites d'activité, avec pour objectif clair qui est d'accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Et enfin, des parcs éoliens qui ont la particularité d'être des sites dits ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement. Et c'est une particularité qui nous confère une expertise sur l'analyse de la réglementation et de la sécurité sur ce type d'ouvrage que l'on peut aussi voir sur certains sites industriels. Merci Mathieu. Et peut-être pour Bruno à distance, notre filiale AVEM, filiale du groupe Crédit Agricole, si vous voulez présenter aussi en quelques mots. Oui, merci Pascal. Donc AVEM, c'est une filiale spécialisée en monétique et services avec 4 activités principales. La monétique commerçante, tout ce qui touche aux moyens d'encaissement, tout ce qui a trait aux particuliers utilisateurs de moyens de paiement, les problématiques avec les cartes bleues notamment. Une activité autour des enseignes, tout le parcours de paiement des enseignes. Et enfin, une activité en support informatique aux banques sur les automates, la distribution, etc. Merci Bruno. Et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet maintenant sur le contexte général de l'autoconsommation, 2 précisions à tous nos participants. Vous le verrez à travers la présentation. On va répéter quelques fois que le contexte sur ce sujet des énergies renouvelables est très évolutif en ce moment. Donc, on prendra quelques précautions dans nos propos parce que la réglementation évolue, d'une part. Et d'autre part, on va focaliser aujourd'hui sur l'autoconsommation individuelle. Il est vrai que des sujets d'autoconsommation collective intéresse nos clients. Peut-être ce sera l'occasion d'une prochaine session, d'un prochain webinaire, mais aujourd'hui le focus sera fait sur l'autoconsommation individuelle. Camille, peut-être pour démarrer? Oui, très bien, merci. Hop. Et en précision également, autoconsommation individuelle, ici je mets de côté le segment résidentiel, donc on s'intéressera au segment de puissance juste au-dessus. Donc pour commencer, une petite définition de l'autoconsommation individuelle, globalement, de quoi parle-t-on? Je vous invite à vous reporter au schéma en vert sur la gauche. L'autoconsommation, c'est simple, c'est le fait pour un producteur de consommer directement sur site la production qui est issue de sa centrale. Vous le voyez sur la droite, on a aussi la possibilité de recourir à un tiers investisseur pour le financement de la centrale et on remarque aussi que physiquement ça ne change pas grand-chose sur l'installation, mais en matière contractuelle, Coralie y reviendra, il y a des éléments à prévoir. Donc on remarque bien que le flux d'énergie se passe à l'intérieur du circuit de l'autoconsommateur, mais on est relié au réseau public tout simplement pour pouvoir consommer comme d'habitude sa production en dehors
lors de la production solaire et également pour avoir l'opportunité d'injecter son surplus. À noter également, il est possible de faire du stockage dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle. Alors pourquoi vous voudriez mettre en place ce type de schéma ? Premièrement, peut-être parce que c'est rentable économiquement. C'est bien l'effacement de la consommation qui présente l'intérêt de l'opération d'autoconsommation individuelle. Donc cet effacement de kilowattheure va permettre de réduire la facture et également de stabiliser sur une partie de votre approvisionnement électrique le coût et ce dans le temps. C'est aussi une façon de répondre à une obligation de solarisation, que ce soit sur bâtiment ou sur parking. Ici, en effet, Pascal le précisait, le contexte est un petit peu mouvant, on pourra revenir le préciser, c'est notamment dans le cadre du projet de loi simplification. Et enfin, ça peut aussi être tout simplement une volonté d'utiliser une source d'énergie verte, d'énergie renouvelable, de regarder de plus près sa consommation d'énergie et d'avoir une démarche dans une politique RSE d'entreprise notamment. Ensuite, pour préciser, on peut s'intéresser au cadre de cette autoconsommation collective et on a un soutien qui est plutôt intéressant d'un point de vue fiscal avec un régime spécifique au droit d'assises. Donc, on a une exonération d'assises pour l'électricité qui est autoconsommée si on est dans un montage où on autoconsomme la totalité de sa production. Avec une réserve toutefois, il faut être sur une production annuelle inférieure à 240 gigawattheures. Dans le cadre où on consommerait une partie de sa production, on injecterait une autre partie sur le réseau public. On peut également bénéficier d'une exonération d'assises dans le cas où la centrale est d'une puissance inférieure à 1 MW crête. Et enfin, on bénéficie d'une exonération de TURP, donc qui est le tarif d'utilisation des réseaux publics de l'électricité, ce qui fait sens puisque, comme on l'a vu juste avant, l'électricité produite et autoconsommée ne transite pas par le réseau. Le droit d'assises, quelque part, c'est une forme de taxe. Oui, c'est ça. C'est une taxe sur l'électricité qui est payée par tous les consommateurs finaux d'énergie, enfin d'électricité. Et anciennement, c'était la CSPE ou la TICFE. Donc ici, l'idée, c'était de vous représenter un petit peu l'autoconsommation collective sur le parc photovoltaïque français. Donc on s'intéressera en bas à la part en orange et en rouge. Donc ici, ce sont des données de l'Observatoire de France Territoire Solaire que je vous invite à consulter pour plus d'informations. Et on voit bien la part d'autoconsommation qui croît au fil du temps, donc avec une évolution positive. Et on remarque que donc sur les 25 gigawatts de solaire en service en France, on a 18% d'autoconsommation aujourd'hui. Donc c'est une part qui est de plus en plus importante puisqu'avant elle représentait environ 8% en 2022. Et si on regarde de plus près, donc, on se rend compte que ça représente 4,3 gigawatts d'installations à des fins d'autoconsommation. Ici, notons simplement que c'est l'autoconsommation tout confondu, donc on peut autant parler de résidentiel que d'autoconsommation individuelle sur notre segment de puissance que d'autoconsommation collective. Et enfin, avant de passer à la suite, je voulais vous montrer un petit peu le sujet de la valorisation du surplus. Donc en autoconsommation individuelle, on peut se retrouver avec un surplus si on avait des capacités qui justifiaient d'investir sur cette taille de centrale-là. Et donc on doit aller valoriser ce surplus pour avoir un complément de rémunération sur sa centrale. Ou bien si on a dû la dimensionner ainsi pour répondre à une obligation de solarisation ou encore si nos habitudes de consommation ont évolué. Dans le cas où on a un surplus, on peut également bénéficier sur des petites centrales de puissance inférieure à 100 kW crête d'une prime à l'investissement. Donc elle est de l'ordre de 10 centimes par watt crête et c'est un tarif qui est fixé par arrêté. Donc là, c'est le dernier en date. Pour les centrales de puissance inférieure à 500 kW crête sur bâtiment et ombrière, on fonctionnait traditionnellement avec un guichet ouvert qu'on appelle S21. Donc on a une valorisation fixe qui était de l'ordre de 95 € du mégawattheure. Et j'en parle déjà au passé puisqu'on est en train de basculer sur un système qui s'appelle l'appel d'offres simplifié. Quelques zones d'ombre puisqu'on attend le cahier des charges et des précisions sur le volume qui sera disponible dans le cadre de ce qu'on appelle l'AOS. Et on sait pour autant que la première session est prévue pour septembre prochain. À la mise en place de cet appel d'offres, l'arrêté tarifaire vaudra toujours jusqu'à 100 kW crête, mais au-delà, on passera donc par l'AO simplifié avec du coup un fonctionnement en complément de rémunération.
Donc les syndicats, comme le CER, sont consultés dans le cadre de ce changement. Donc quelques éléments qu'on peut vous partager à date. On sait déjà qu'il faudra s'acquitter d'une caution pour pouvoir participer et pouvoir être lauréat. On sait également qu'avec le temps, pour soutenir le développement de l'industrie européenne, on a des critères dits résilients qui vont s'appliquer. Donc à partir de mi-2026, cette AO sera dédiée à des projets avec des panneaux résilients, premièrement sur l'étape module et à partir de 2028, module et cellules. Et enfin, à noter, on n'a pas de disposition spécifique sur l'autoconsommation. On analysera le sujet après un an d'activité sur l'AOS pour voir s'il y a besoin de réajuster. On travaillera sur ce sujet avec l'administration. En effet, ça peut être un sujet parce qu'il peut y avoir des coûts d'agrégation qui sont plus importants sur ce type de volume pour l'autoconso. Et ensuite, sur les centrales, sur des puissances supérieures à 500 kW crête, qui passeraient pas uniquement sur des bâtiments et des ombrières, on est en attente de pouvoir se greffer aux appels d'offres existants que vous voyez ici, puisque historiquement, on avait un appel d'offres autoconsommation qui n'existe plus, qui n'est plus actif depuis plus de 2 ans. Mais nous savons qu'il va être que l'autoconsommation va être intégrée aux appels d'offres classiques existants. Donc c'est une possibilité qui va s'ouvrir prochainement. Et enfin, d'autres modes de valorisation. On a toujours la possibilité d'inclure son surplus dans une valorisation via l'autoconsommation collective. On peut aussi mettre en place, on peut aussi se valoriser dans le cadre d'un corporate PPA. Donc, ce sont des contrats de gré à gré. Et on a aussi la possibilité, via un agrégateur, de valoriser son surplus sur le marché spot. Merci beaucoup, Camille. Peut-être, Coralie, d'aborder maintenant les montages contractuels qui, évidemment, sont importants pour mettre en place son projet. Oui, merci Pascal. Donc, comme Camille l'a rappelé, il y a 2 schémas en autoconsommation individuelle qui sont permis. Sans tiers investissement et avec tiers investissement. Et on va maintenant voir leur déclinaison contractuelle. Le premier, sans tiers investissement, c'est le plus simple. On a un autoconsommateur qui produit et qui consomme lui-même sur le même site tout ou partie de la production d'une centrale dont il est le propriétaire et l'exploitant. Ici, l'autoconsommateur prend tout en charge. Il va contractualiser avec un installateur, par exemple pour installer la centrale sur sa toiture ou son parking. Il va également contractualiser avec un mainteneur qui va venir s'occuper de l'entretien, de la supervision, de la maintenance de la centrale dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat OEM, un contrat exploitation-maintenance. Et puis, s'il y a du surplus, il va aller chercher les conventions de raccordement auprès d'Enedis ou d'un autre gestionnaire de réseau et également les contrats de valorisation de son surplus, donc obligation d'achat ou complément de rémunération, en guichet ouvert ou en appel d'offres selon les spécificités des projets, les puissances comme l'a rappelé Camille juste avant. D'un point de vue purement économique, généralement le plus intéressant pour l'autoconsommateur, c'est d'absorber l'intégralité de ce qu'il produit. C'est pas toujours possible, soit parce que tout simplement il n'y a pas une adéquation en termes de temporalité entre la phase de consommation et de production, mais ça peut aussi être parce que l'autoconsommateur est assujetti à certaines obligations. On parlait des obligations de solarisation tout à l'heure, et donc pour répondre à ces obligations, il va devoir solariser plus que ce qu'il est capable d'absorber. Dans ce cas, deux schémas à réfléchir. Soit on fait une unique centrale et il y aura beaucoup de surplus à valoriser, soit on peut réfléchir pour scinder 2 centrales afin d'avoir une centrale en autoconsommation intégrale dédiée et une centrale en injection totale. Il faudra juste bien faire attention en termes de délai ou de distance entre les installations pour ne pas perdre le bénéfice du contrat de valorisation de l'injection en totalité. L'autoconsommateur, bien sûr, garde toujours un lien avec son fournisseur de compléments, puisque sa production sur site ne suffira pas à l'alimenter. Et globalement, ce qu'on peut dire sur ces projets sans tiers investissement, c'est des projets qui fonctionnent bien, qui sont assez peu risqués, surtout quand on a un contrat de soutien qui est adossé, mais ça reste pas les principaux schémas qui sont financés. Ce qu'on retrouve le plus, en réalité, ce sont les schémas avec tiers investissement. Ici, on a toujours un autoconsommateur qui produit et qui consomme lui-même sur un même site tout ou partie de la production d'une centrale, sauf que cette fois, la centrale, elle est détenue et gérée par un tiers, le tiers investisseur. Ça implique un schéma contractuel un peu plus dense, on le voit par rapport à la diapo qui est un peu plus fournie que celle d'avant.
On a d'abord ce qu'on appelle dans le jargon un bail aller-retour. Pour l'expliquer, si je prends un exemple concret, c'est par exemple un industriel qui veut solariser son parking mais qui n'a pas la capacité ou la volonté d'investir, eh bien il va faire appel à un développeur. Il va confier un bail foncier à ce développeur pour lui permettre de réaliser la centrale sur son parking. Et le développeur, donc ça c'est le bail aller, et le développeur, en contrepartie, va s'engager, une fois la centrale mise en service, à la mettre à disposition de l'autoconsommateur. C'est le bail retour. Et c'est cette mise à disposition qui confère à l'autoconsommateur cette qualité justement d'autoconsommateur au sens de la réglementation et qui lui permet de bénéficier de tous les avantages, exonération d'assises, bénéfice d'un contrat de surplus, etc. Ce contrat, il est généralement d'une durée de 20 ans à compter de la mise en service de la centrale et on préconise justement pour conserver cette exonération d'assises et que le schéma soit pas requalifié en vente d'énergie, que le loyer de mise à disposition soit un loyer fixe qui ne dépende pas des kilowattheures autoconsommés. Dans ce schéma, dans ce bail aller-retour, c'est ici qu'on va essayer de sécuriser au plus le tiers investisseur. C'est ça souvent l'enjeu. Donc par exemple, on va prévoir que si la convention de mise à disposition tombe, eh bien le bail perdure quand même pour permettre aux développeurs de récupérer l'exploitation, d'injecter la totalité et de la valoriser. Ça va passer par le fait de prévoir des servitudes pour permettre aux développeurs de changer le mode de raccordement. Ça va aussi passer par un engagement de l'autoconsommateur en cas de résiliation de la convention de mise à disposition, de transférer tout ce qui est convention de raccordement, contrat de valorisation du surplus aux développeurs. On avait également, ça va être de moins en moins le cas avec le passage en complément de rémunération, mais la possibilité de faire une cession de créance sur l'obligation d'achat afin que les tarifs d'achat soient directement versés au tiers investisseur. Ça le sécurisait au moins une partie de ses revenus. On a vraiment abordé le schéma simple dans lequel l'autoconsommateur est aussi le propriétaire foncier. Mais on peut avoir le cas où l'autoconsommateur n'est pas le propriétaire foncier, simplement parce qu'il est locataire, par exemple dans un bail commercial, ou alors parce que le bâtiment ou le parking est détenu par sa SCI. Dans ce cas, c'est aussi dans le bail aller-retour qu'on va sécuriser ce modèle tripartite. La convention de mise à disposition va devenir justement tripartite, être signée en présence du propriétaire foncier. Ça va permettre, par exemple, aux propriétaires fonciers de s'engager à présenter un nouvel autoconsommateur au tiers investisseur si jamais il y a une vacance locative. Et enfin, à côté de ce schéma de ce bail aller-retour, on va prévoir un contrat d'OEM, comme dans le premier schéma sans tiers investissement, sauf qu'ici, ce contrat d'OEM, généralement, il va être conclu avec une société du même groupe que le tiers investisseur. De préférence pas la même société que celle qui a signé le bail aller-retour, toujours pour éviter une requalification en vente d'énergie, mais une société du même groupe. Également, comme pour le précédent schéma, convention de raccordement et contrat de valorisation du surplus vont être signés par l'autoconsommateur, même en présence d'un tiers investisseur. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, en cas de défaillance de l'autoconsommateur, c'est très important de prévoir en amont, dans le bail aller-retour, que le tiers investisseur va pouvoir récupérer ses conventions pour reprendre l'exploitation. Et j'en finirai par là, ces conventions sont bien au nom de l'autoconsommateur, mais par contre, l'autoconsommateur peut mandater le tiers investisseur pour réaliser les démarches pour les obtenir. Et ça va être intéressant, notamment avec les AOS, puisque les autoconsommateurs n'ont pas forcément avoir la capacité de répondre à ces appels d'offres. Donc le tiers investisseur pourra prendre en charge cette mission. Merci en tout cas d'avoir présenté différents cas de figure pour tous les chefs d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui, qu'ils soient propriétaires ou locataires des locaux qui vont faire l'objet de l'autoconsommation, et aussi en fonction de leur souhait d'investir ou pas. Et le tiers investissement permet quelque part de garder ses capacités de financement pour des projets cœur pour l'entreprise. Donc, c'est une solution intéressante qui peut-être fera l'objet de questions. En tout cas, vous avez donné le panel des solutions possibles et merci beaucoup. Maintenant, peut-être pour Mathieu, rentrer dans des cas concrets d'autoconsommation, dans le cas de projet qu'on dit clé en main.
Tout à fait. Juste avant, je voudrais revenir un petit peu sur le principe de l'autoconsommation qu'expliquait très bien Camille juste avant. Donc là, ce que vous voyez, c'est un graphique qui illustre bien justement ce phénomène d'autoconsommation où on voit l'impact de la production photovoltaïque sur la consommation journalière d'une entreprise. Donc avec la partie en vert clair qui est l'énergie qui est autoconsommée directement sur le site. La partie en grise, elle, qui est la consommation qui est toujours soutirée du réseau puisque la production n'est pas suffisante par rapport à la consommation du site. Et la partie en vert foncé, qui est l'énergie excédentaire, donc injectée sur le réseau, donc plus de production que de consommation. Et donc ce surplus qui peut être valorisé de différentes manières, soit par le biais d'une vente en obligation d'achat ou sous forme d'appel d'offres auprès d'un agrégateur, dans un schéma aussi d'autoconsommation collective, ou bien de plus en plus aujourd'hui dans des solutions de stockage par batterie. Donc différentes manières en tout cas de valoriser ce surplus. Et nous suivons principalement deux indicateurs qui sont le taux d'autoconsommation, donc qui est la production autoconsommée sur la production totale de la centrale photovoltaïque, donc consommée du point de vue de la centrale photovoltaïque, et le taux d'autoproduction qui est quant à lui la production autoconsommée sur la consommation totale, donc on se met en fait à la place de la consommation d'électricité. Et donc c'est un indicateur qui montre l'impact de l'autoconsommation sur la consommation globale d'un site. Avant d'arriver sur les cas concrets, juste aussi vous préciser eh bien les obligations réglementaires qui sont en constante évolution. Mais aujourd'hui, on a des obligations sur les parkings, notamment les parkings neufs de plus de 500 mètres carrés, à équiper 50% de la surface, soit en ombrière photovoltaïque, soit de planter des arbres sur ces parkings. Et depuis récemment, la loi APER aussi est entrée en vigueur pour tous les parkings existants, cette fois-ci, de plus de 1500 mètres carrés, à équiper aussi les parkings en ombrière ou bien à planter des arbres. Pour les toitures également, on a aussi des obligations qui évoluent, mais depuis janvier 2025, pour tout type de bâtiment dans le cadre de construction neuve, eh bien, les entreprises doivent couvrir à minima 30% de la toiture, soit en panneaux solaires, soit en système végétalisé. Et on peut s'attendre à ce que ce ratio passe à 40% de la surface de la toiture d'ici 2026. Enfin, eh bien, à partir de 2026, il y a plusieurs évolutions majeures qui vont impacter durablement le coût de l'électricité pour les entreprises. Déjà, on a la fin de l'Arenh. Donc l'Arenh, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. C'est un dispositif qui permet, qui permettait aux fournisseurs alternatifs d'acheter une partie de l'électricité à un tarif fixe de 42 € le mégawattheure. Ce qui va se passer, c'est que d'ici 2026, 100% de l'électricité qui sera achetée le sera directement sur les marchés. Et le coût de ce marché aujourd'hui, il est à peu près aux alentours des 70 € le mégawattheure. Donc on s'attend à des hausses du prix de l'électricité pour les entreprises et surtout aussi à une plus forte exposition à la volatilité. Ensuite, on a le TURP, qui est une composante de la fourniture d'électricité, donc qui est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui quant à lui a augmenté de 7,7% déjà cette année, et qui en fait qui vise à financer justement des investissements massifs de RTE sur les réseaux de transport d'électricité. Donc c'est jusqu'à 100 milliards d'euros qui vont être investis d'ici 2040, et on s'attend entre 2025 et 2028 à une hausse moyenne de 4% sur cette composante de TURP. Enfin, l'ACIS, elle, est revenue à son niveau avant crise. Donc l'ACIS, c'est anciennement la CSPE, qui est une taxe sur la consommation d'électricité et qui, elle, remonte à 26 € le mégawattheure. Donc c'est vraiment dans ce contexte que l'autoconsommation prend tout son sens. Le fait de pouvoir sécuriser une partie de son approvisionnement électrique à un tarif fixe, puisque une centrale photovoltaïque, sa durée de vie est d'environ 30 ans, et qu'il n'y a pas de surprise sur les coûts finalement de cet approvisionnement en électricité, et à un prix compétitif, on le verra par la suite. Ça permet aux dirigeants d'entreprise de sécuriser quelque part son prix de revient d'électricité dans le temps. Tout à fait.
Alors, ce qui est génial avec le photovoltaïque, c'est qu'on peut vraiment s'implanter partout. Alors qu'on soit sur bien des terrains qui soient inutilisés. Donc, on a des solutions, hein, lestées par exemple, qui peuvent être rapidement mises en œuvre et également facilement démontables et qui ont l'avantage d'avoir un prix tout de même compétitif. On peut s'implanter aussi sur les parkings, qui sont des surfaces déjà artificialisées, qui permettent aussi bien d'intégrer des bornes pour les véhicules de recharge et d'apporter un confort supplémentaire pour les salariés et pour les clients. Et puis, on a des solutions aussi sur toiture, que l'on soit sur des toitures neuves ou sur des toitures existantes. Il faudra bien s'assurer aussi de quelques éléments structurels avant de pouvoir s'y intégrer. Et concrètement, un projet autoconsommation, il suit 4 grandes étapes. Une première étape qui est l'étude technique et économique. Donc, on va étudier le profil de consommation de l'entreprise, récupérer ses factures d'électricité, étudier les sites aussi propices pour l'intégration des installations photovoltaïques et puis réaliser un business plan détaillé pour se projeter sur la rentabilité de cette installation. Une fois que cette étude technique elle est validée, on mène des études de faisabilité, puisque bien évidemment, il va falloir avoir l'autorisation d'urbanisme, aussi des autorisations de la part d'Enedis, et mener des études, donc des études structures pour les bâtiments existants ou neufs, et puis des études de sol pour les centrales au sol et les ombrières. Vient par la suite la phase de travaux, hein, qui peut durer quelques semaines à quelques mois, tout dépend de la taille du projet. Et enfin, il faut mettre en place un dispositif de surveillance à distance, ainsi qu'une maintenance préventive pour bien s'assurer justement de la durée de vie de la centrale qui, comme je vous le disais, peut durer jusqu'à 30 ans. Voilà. Et toutes ces étapes durent environ 1 an. Et vous l'indiquez, voilà, l'ensemble des démarches peuvent s'étaler sur 12 mois. Tout à fait. Le temps de mettre en place. Exactement. Et voilà, enfin, quelques cas concrets. Je vous présente ici des réalisations, hein, que l'on a faites pour certains de nos clients. Donc, avec un cas sur toiture, un autre sur ombrière et puis enfin un autre au sol pour pouvoir mieux se projeter. Donc ici, on a équipé la toiture d'un de nos clients qui a une activité industrielle en Occitanie. On s'est intégré sur un projet de construction neuve. Donc, on lui a permis aussi de se mettre en conformité par rapport à ses obligations réglementaires en couvrant 30% de la surface de toiture. Notre client ici consomme 260 MWh à l'année, avec un budget de 31 000 euros par an, ce qui représente un coût moyen de fourniture d'électricité de 120 euros le mégawattheure. Et donc cette installation photovoltaïque, elle représente une puissance de 180 kW crête et produit 230 MWh à l'année. Et parmi ces 230 MWh, il y en a 60 qui sont directement autoconsommés et qui vont lui générer 17 000 euros d'économie par an. Le reste est vendu en surplus auprès d'une obligation d'achat et donc lui génère 9 000 euros de revenus supplémentaires. Et donc c'est un investissement qui lui a coûté 160 000 euros. Et on prévoit aussi les frais d'exploitation, donc c'est la maintenance, les taxes, l'assurance aussi complémentaire. Donc on prévoit tous ces coûts justement pour la production photovoltaïque. Et il a un retour sur investissement qui quand même est intéressant, hein, de 7 ans avec un TRI de 14%. C'est peut-être la meilleure des configurations dans le cadre d'une construction de bâtiments neufs où du coup on peut adapter les structures dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. À pouvoir supporter la centrale. Il faut l'anticiper effectivement, hein, dès le départ et également sur l'étanchéité du bâtiment aussi, bien prévoir l'étanchéité qui va être compatible avec le système d'intégration. Et il y a un indicateur aussi qui est assez pertinent et qu'on calcule, c'est le prix de revient de la production photovoltaïque. Donc, qui est vraiment pour le client, qu'est-ce que ça lui coûte finalement d'investir et de financer cette centrale photovoltaïque en euros par mégawattheure. Donc, on le compare à son prix de fourniture d'électricité. Et pour cette installation, donc, on voit que produire soi-même sa propre électricité, ça lui coûte 55 euros le mégawattheure, donc 2 fois moins cher que de l'acheter auprès de son fournisseur. Un second cas concret qui est la réalisation d'ombrières de parking pour un de nos clients en PACA.
Là aussi, on est venu du coup l'accompagner dans la mise en conformité réglementaire vis-à-vis de la loi APER, en équipant 50% de son parking en ombrière. Donc là, cette entreprise consomme quasiment 600 MWh à l'année, avec un budget d'électricité un peu plus conséquent, de 92 000 € par an. Donc cette centrale photovoltaïque de 250 kW crête va lui permettre d'économiser 35 000 € par an, avec une vente de surplus aussi de 12 000 € par an. Et on se retrouve tout de même un retour sur investissement intéressant, bien qu'on soit sur une construction d'ombrière qui coûte plus cher puisqu'il a fallu payer la structure. On est de plus sur une structure lestée en bois. Il y avait un aspect esthétique qui est exigé par cette entreprise. Mais on obtient un prix de revient tout de même compétitif de 68 € le mégawattheure, qui reste plus intéressant finalement que le prix d'électricité fourni par son fournisseur. Et enfin, un dernier exemple de centrale au sol cette fois-ci. Alors là, on était sur un site assez particulier où notre client en fait avait énormément de bâtiments existants. 25 000 m² de couverture. Cependant, équiper ces 25 000 mètres de couverture pour l'autoconsommation aurait été bien trop important et ne serait pas collé finalement, n'aurait pas collé à ses besoins de consommation. Donc, on lui a proposé plutôt, nous, d'investir dans cette installation photovoltaïque sur les toitures et de lui louer finalement ces toitures, donc cette centrale que nous exploitons. Et il avait un terrain inexploité sur lequel on pouvait intégrer une centrale au sol de 500 kW crête avec un prix justement assez compétitif qui est directement en fait raccordé en autoconsommation. Et donc cette centrale de 500 kW crête, elle autoconsomme à 90%, et les 10% de surplus, eux, sont revendus dans une opération d'autoconsommation collective auprès de voisins industriels également. Et donc on observe aussi des temps de retour sur investissement qui restent inférieurs à 10 ans, avec un prix de revient de la production photovoltaïque qui reste très compétitif. Est-ce que je dois comprendre, comme l'expliquait Coralie tout à l'heure, que vous avez distingué les deux centrales, voilà. Tout à fait. L'une permettant l'autoconsommation et l'autre une forme de revente finalement. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Bien, merci beaucoup Mathieu pour ces cas très concrets, différents d'ailleurs, que ce soit en toiture ou au sol. Peut-être maintenant présenter le cas de la filiale AVEM, filiale du groupe Crédit Agricole, qui a souhaité une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagner dans son projet. Je vais vous laisser la parole, Bruno, mais l'idée est partie au départ pour la filiale, me semble-t-il, d'une idée autour du travail sur les sujets de RSE, tout en considérant en effet ces possibilités d'investissement sur de la solarisation pour participer à autoconsommer son électricité, mais aussi des sujets d'efficacité énergétique dans les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, et encore des réflexions autour des bornes de recharge, me semble-t-il. Tout à fait. Effectivement, nous, on a, en 2023, engagé une démarche RSE, on l'a revue complètement, et notamment, on a défini une trajectoire carbone assez ambitieuse, où on allait rechercher, on a fait feu un petit peu dans tous les sens, mais on a regardé effectivement tout ce qui était bornes RVE, l'efficacité des bâtiments, réduire les consommations, etc. Il se trouve qu'en 2023 est aussi sortie la loi APER qui favorise les énergies renouvelables, mais qui amène quelques contraintes également. La complexité du sujet nous a poussé à nous tourner vers à rechercher un AMO. Donc via Crédit Agricole Transition et Énergie, on a travaillé avec R3, une filiale. Et rapidement, le choix s'est porté sur notre siège social qui est à Bru, dans la banlieue sud de Rennes, qui présentait plusieurs atouts pour creuser le sujet. Une activité mixte, à la fois tertiaire et une autre activité logistique industrielle. Un grand parking qui permet, où on est soumis à la loi APER, et un bail commercial qui est assez récent, il date de 2019-2020, puisqu'on est locataire là-bas, et qui donc nous permettait d'avoir aussi un temps long pour envisager ce genre d'investissement. Donc la première phase de l'étude, c'est d'analyser nos consommations
telles qu'elles étaient. Donc on voit, c'est ce que je vous projette à l'écran. Constate une régularité d'une année à l'autre. C'est assez, il n'y a pas de variation particulière hormis les aléas classiques. R3 nous a proposé donc du coup 3 scénarios. Vous voyez là un premier scénario qui était, enfin 2 premiers scénarios sur des ombrières, sur une partie du parking qui n'est pas végétalisée aujourd'hui, le reste étant partiellement végétalisé. Et un 3e scénario sur la toiture du bâtiment industriel. Donc avec différentes puissances installées, des investissements plus ou moins conséquents, et on remarque ce qui a été dit précédemment que effectivement les ombrières, de par les travaux qu'elles nécessitent, génèrent un investissement plus conséquent. Et donc notre choix s'est porté actuellement sur le scénario en toiture, qui offre beaucoup d'avantages d'après nous. C'est conforme à ce qu'on souhaite en termes de trajectoire carbone. Ça limite aussi un risque qu'a évoqué Mathieu sur les aléas liés aux taxes, aux tarifs qui varient, la fin de l'arénage, etc. Donc, le choix se porte sur ce scénario-là. Donc, c'est une surface installée de 727 mètres carrés. Le bâtiment industriel fait 3400 mètres carrés. Cette option-là nous permet de couvrir à peu près 25% des besoins annuels. L'investissement est raisonnable et on a un retour sur investissement de 8 ans. Ça qui est pour le coup intéressant, puisqu'il même s'il nous reste, il nous reste à peu près 7-8 ans de bail qu'on risque très certainement de prolonger. Voilà à petit peu près le projet où on en est. Après cette étude-là, il nous reste encore à discuter avec le bailleur pour la suite, comment on porte le projet, comment on finance le projet. Et il y a tout aussi l'étude un petit peu plus poussée qui a été évoquée aussi précédemment pour rendre la chose concrète. Merci Bruno, et vous l'avez souligné, donc l'accompagnement de notre filiale R3 qui vous accompagne sur l'ensemble de ces sujets dans le cadre voilà, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc je comprends que vous êtes à ce stade à devoir discuter avec votre bailleur. Prochaine étape du projet. C'était une des présentations de Coralie d'ailleurs, la situation d'une entreprise qui loue ses bâtiments. Donc voilà, nous arrivons au terme de la présentation. On va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Plusieurs sont déjà arrivés. On va essayer de toutes les traiter. Avant ça, pour tous les participants qui sont avec nous, vous allez voir apparaître 2 sondages à l'écran. Le premier qui va vous permettre de nous indiquer le niveau de satisfaction que vous avez par rapport aux présentations qui ont été adressées, que ce soit les aspects réglementaires ou les cas concrets. Donc merci de répondre à cette première question. Et puis peut-être la deuxième question qui va arriver, comme je vous l'indiquais au départ, de pouvoir solliciter l'accompagnement de nos équipes en région au sein des caisses régionales pour pouvoir approfondir votre projet. Donc voilà, de la même manière, vous avez la possibilité directement à votre écran de pouvoir solliciter un rendez-vous d'approfondissement, et nos experts seront là aussi pour vous accompagner, bien sûr. Donc peut-être pour démarrer la séance de questions-réponses, alors elles vont arriver, comment dirais-je, de façon un peu linéaire sur les différents thèmes. Donc peut-être je prendrai celle-ci, et sans doute qui va concerner Camille, sur quelles sont les obligations de solarisation en cas de rénovation de hall industriel. On est sur un cas spécifique. J'ai pas forcément la réponse dans ce cas de figure précis. En revanche, vous aviez organisé avec des intervenants du SAR, Elodie Saillard et Vianney de l'Étang un séminaire complètement dédié aux obligations de solarisation en l'état avant éventuelle évolution. Donc peut-être que vous pourriez préciser les modalités de... On pourra retrouver et répondre plus précisément à notre interlocuteur ici sur
sur ce sujet. Donc, je l'invite du coup à revenir vers ses interlocuteurs locaux pour approfondir le sujet. Peut-être une deuxième question. Quand il y a une installation sur une toiture existante qui assure de la solidité, qui s'assure de la solidité de la toiture et de la structure qui portera les PV, les panneaux photovoltaïques? Mathieu, voilà, c'est l'étude de structure en fait. Oui, l'étude structure, elle doit être réalisée par un bureau d'études agréé. Donc, il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés pour ça et qui mènent justement ces études structurelles. Ok. Question de droit pour Coralie. Les estimations de productibles d'électricité sont-elles des études contractuelles lors de la signature entre le poseur et le propriétaire? Alors, question de droit ou peut-être même Mathieu, question très pratique sur le productible quelque part. Ça dépend surtout de ce qu'on a inscrit dans le contrat en réalité. On est assez libre de dire si c'est contractuel ou pas. Après, généralement, il y a quand même une marge de manœuvre entre ce qu'on prévoit initialement à la phase étude et puis à la mise en service. Il y a une période de test, on peut prévoir peut-être une fourchette qui peut varier et un petit temps de calage pour atteindre réellement le productible souhaité. D'accord, de mesurer sur l'expérience des premiers mois peut-être le productible qui est réalisé. D'accord. Oui, pour compléter, effectivement, il y a des estimations que l'on fait en phase d'études préliminaires, mais entre ces études et la centrale réellement réalisée, eh bien, il se peut que le matériel change, que ce soit sur les onduleurs ou les panneaux, donc ce productible aussi évolue. Cependant, certaines entreprises peuvent s'engager en tout cas sur la performance de la centrale, que ce soit à la mise en service de cette centrale ou sur le long terme. Alors on parle de long terme, la question suivante, Mathieu, au bout de 30 ans d'usage, que se passe-t-il? Réinstallation de matériel neuf, coût de recyclage du matériel démonté et la charge qui va avec, du coup, donc le coût de la réinstallation. Vous appelez ça le repowering, je crois, dans l'éolien. Tout à fait. Alors, c'est vrai que au bout de 30 ans, la centrale, elle s'arrête pas net d'un coup. Donc, nous, si effectivement, on projette nos business plans sur 30 ans, c'est parce que les modules sont garantis dans leur fonctionnement électrique par les fabricants. Et donc, au bout de 30 ans, les panneaux continueront encore à produire. Dans les engagements, c'est plus de 87% généralement de production des panneaux qui sont garantis par les fabricants. Donc, elle continuera encore à bien fonctionner. Ce sont les onduleurs, eux, qui sont des équipements électroniques qui, comme un ordinateur, vont tomber en panne au fil du temps. On prévoit, nous, dans nos business plans, le remplacement en fait de ces onduleurs. Et donc, en fait, le repowering, il viendra pas au bout de 30 ans, mais c'est continuellement pendant la durée de vie de l'installation. Il se pourrait que dans 30 ans, on souhaite changer les panneaux et dans ce cas-là, il y a une étude, une autre type d'étude qui sera menée pour voir s'il est intéressant de mettre des panneaux avec une technologie un peu plus approfondie, qui pourront plus produire et est-ce que ça sera pertinent ou pas. Voilà. J'ai deux questions pour vous, Coralie. À propos du bail aller-retour, est-il considéré comme un bail amphithéotique ? Faire la différence peut-être. Alors, au niveau du bail foncier, donc le bail selon lequel l'autoconsommateur autorise le développeur à réaliser la centrale, en réalité, on fait ce qu'on veut. Dans la plupart des cas, c'est effectivement un bail amphithéotique parce qu'il confère des droits réels au tiers investisseur. C'est ce qui va lui permettre d'aller chercher du financement bancaire. Mais on peut aussi très bien prévoir un bail civil parce que l'autoconsommateur n'a pas envie de s'engager sur une aussi longue durée qu'un bail amphithéotique ou parce qu'il ne peut pas accorder des droits réels sur son foncier. Plus rarement, on voit des baux à construction, mais ça arrive aussi. D'accord. Et donc la deuxième, liée au tiers investissement, vous avez présenté tout à l'heure le fonctionnement. Et la question, on a parlé de défaillance de l'autoconsommateur. Notre interlocuteur nous pose la question de la défaillance du tiers investisseur, finalement. Que se passerait-il dans ce cas et quelles précautions sont à prendre du côté de l'autoconsommateur ?
C'est vrai qu'on parle beaucoup de défaillance de l'autoconsommateur, mais moins du tiers investisseur. Je vais répondre à la question, mais avant, il y a une raison aussi à ça, c'est parce que tout simplement, déjà, le tiers investisseur, il est propriétaire de la centrale. Donc, il a intérêt quand même à ce que ça fonctionne bien, ça produise bien, ça reste son actif. Et également, le tiers investisseur, il est engagé dans la mise à disposition, mais également dans le contrat d'exploitation-maintenance. Et dans ce contrat d'exploitation-maintenance, eh bien, on va avoir des pénalités si jamais la centrale ne fonctionne pas suffisamment bien. Par exemple, avec ce qu'on appelle la garantie de disponibilité. Il peut aussi avoir un système de bonus si il exploite suffisamment bien la centrale pour accroître sa rémunération. Donc tout ça, c'est quand même déjà des pare-fous qui sont bien efficaces pour inciter le tiers investisseur à respecter ses engagements contractuels. Et si vraiment ça se passe pas bien, eh bien il y a toujours la possibilité d'aller chercher une résiliation du bail aller-retour et notamment du bail foncier pour faute du tiers investisseur. Et dans ce cas, l'autoconsommateur, comme c'est sur son foncier, eh bien récupérera la propriété de la centrale. Une question que vous avez traitée, mais peut-être pour la reprendre. Est-ce que le locataire peut faire l'investissement si le bailleur ne souhaite pas le faire? Oui, bien sûr. Il faut simplement qu'il soit bien autorisé à implanter la centrale sur soit la toiture, soit sur le parking. Donc il faut qu'il ait les droits fonciers pour le faire. Et donc ces droits fonciers-là, si jamais le locataire veut aller chercher un financement bancaire, eh bien il va peut-être falloir qu'il ait des droits réels, justement, lui-même, pour faciliter le financement. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Merci. Pour Mathieu, on a parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le stockage. C'est un sujet qui est de plus en plus discuté. Quelles sont les solutions et le coût d'investissement et quelle est la durée de stockage maximum? Alors, je vais pas avoir toutes les réponses à ces questions. C'est vrai que le stockage, ça fait un moment effectivement qu'on l'étudie. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a le prix de ces infrastructures en fait qui a grandement diminué, et donc il y a certains profils, en tout cas de consommateurs, qui s'apprêtent bien à des solutions de stockage, surtout lorsqu'on a du surplus couplé au photovoltaïque. Donc, si on a des installations photovoltaïques avec des taux d'autoconsommation qui sont proches des 100%, pas vraiment d'intérêt de passer par une solution de stockage. Aujourd'hui, on a des profils d'entreprises qui ont des coûts de l'énergie avec des pics de consommation qui peuvent être assez importants, et c'est là où les solutions de stockage vont être intéressantes pour justement effacer ces pics de consommation à des coûts assez importants. On l'étudie nous quasiment systématiquement dans nos projets. Cependant, voilà, il ne s'adresse pas vraiment à tous les profils de consommateurs. Concernant les coûts et les durées, ça peut effectivement varier, donc je ne vais pas avoir de réponse précise à apporter là tout de suite. Ça s'étudie vraiment au cas par cas. Mathieu, toujours, on a une question, vous l'avez évoqué dans votre processus d'installation de centrale, le sujet de l'étude de structure. Un interlocuteur qui nous indique, voilà, rencontrer un installateur qui estime que l'étude de structure n'est pas obligatoire au vu de son expérience. Et du coup, dans cette étude, qui est responsable, le propriétaire ou le poseur? Bon, je pense que les assurances aussi s'assurent que les études de structure, dès lors qu'il s'agit d'installations en toiture, sont bien faites. Mais vous pouvez peut-être compléter. Non, tout à fait. Vous avez bien résumé effectivement la situation. Je pense que il faut en tout cas, c'est effectivement au propriétaire de s'assurer que la charpente puisse bien soutenir le poids de l'installation photovoltaïque, même si l'installateur effectivement semble avoir en tout cas sa vision sur la structure du bâtiment. Il faut bien passer par un bureau de structure pour s'assurer de la tenue de la charpente. Pouvons-nous revendre le surplus de production d'une centrale au sol dans tous les cas? Dans tous les cas. Il y a des exceptions. Est-ce qu'il y a des exceptions? Non, le surplus aujourd'hui, alors,
Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation d'achat sur le surplus pour les centrales au sol. Donc, on pense, j'espère, demain que ça sera possible. En tout cas, aujourd'hui, nous, sur les installations des entreprises que l'on accompagne, ce surplus, on le conseille de le valoriser soit en autoconsommation collective, soit sur des solutions de stockage lorsque, en tout cas, le site s'y apprête. Beaucoup de questions. On reste sur une centrale au sol, sur un terrain aujourd'hui vierge. Comment installer une centrale photovoltaïque pour revendre l'électricité? Est-ce une opération rentable? Vous avez quelque part répondu avec un exemple tout à l'heure, un taux de retour sur investissement ou une durée qui était relativement courte. Mais voilà, si vous pouvez répondre à la question. Notre interlocuteur nous demande aussi la durée finalement de l'investissement. Donc qui est souvent relativement longue, du 12-15 ans, voilà, pour pouvoir financer le projet. Alors, excusez-moi, vous pouvez revenir sur donc la question. La question, en fait, c'est de demander tout simplement sur un terrain qui est aujourd'hui vierge, comment installer une centrale pour pouvoir revendre de l'électricité. D'accord, là c'est un petit peu particulier, donc on sort du mode d'autoconsommation pour le coup, et c'est vrai que sur ces terrains vierges, il va bien falloir aussi savoir si on peut intégrer une centrale au sol. Aujourd'hui, il y a des règles en matière d'urbanisme, et on peut pas intégrer une centrale photovoltaïque au sol n'importe où, en tout cas sans prendre des dispositions particulières. Donc si le terrain est un terrain naturel, agricole, ça va être compliqué effectivement d'installer une centrale au sol. Le mieux, effectivement, c'est de les installer pour des usages d'autoconsommation sur des sites qui sont plutôt d'activité ou industriels. Je vais revenir vers Coralie, une question sur la rémunération. Y a-t-il un mécanisme pour corréler la rémunération de mise à disposition de l'électricité entre le tiers investisseur et le consommateur à la production de la centrale, voilà. Donc une corrélation de la rémunération. Par exemple, un système de bonus-malus en fin d'année. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut prendre la précaution dans le bail aller-retour, dans la convention de mise à disposition de la centrale, que le prix de mise à disposition soit pas directement corrélé au nombre de kilowattheures produits ou consommés. Donc on va préférer vraiment un loyer fixe, forfaitaire, annuel. Là, on va pouvoir faire varier en réalité ce loyer, c'est dans le contrat d'ONM. Qui va être conclu avec une société du même groupe, et on va effectivement avoir un système de bonus-malus en fonction de la bonne production, le bon entretien de la centrale. Et c'est finalement avec ce mécanisme-là qu'on arrive à bien écrire, à bien travailler les clauses, qu'on va réussir à corréler de manière indirecte la rémunération du tiers investisseur avec la production de la centrale. Une question qui touche ce sujet également. Dans le cas d'une production inférieure à celle estimée et le coût du loyer étant fixe, l'autoproducteur prend donc le risque d'une sous-performance de la centrale, où il existe un mécanisme pour que ce risque soit supporté par le tiers investisseur. C'est encore une fois dans le contrat d'ONM qu'on vient gérer ce risque-là. Et c'est pour ça que souvent, le loyer de mise à disposition, il est pas si important que ça économiquement pour le tiers investisseur. La majorité de ses revenus vont être issus du contrat d'ONM. Le sujet intéresse beaucoup, on a encore quelques questions à traiter, mais avec plaisir. Les PPA, dont on a aussi parlé, semblent désormais moins intéressants pour les agrégateurs. Les prix proposés aux producteurs sont de plus en plus bas. Quel avenir pour ce modèle? Plutôt aller vers l'ACC. Donc l'ACC, je vous indiquais en démarrage que le sujet, en tout cas pour le Crédit Agricole, c'est un sujet qui émerge, qui monte, fera l'objet de présentations ultérieures dans les mois qui viennent. Mais voilà, peut-être qui peut répondre à la question sur l'ACC. Sur les PPA, en fait, l'intérêt qu'on a pour ce modèle-là, il dépend des prix du marché de l'énergie en ce moment. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, le sera pas forcément demain. Donc, si aujourd'hui, dans le cas où vous êtes, c'est pas intéressant d'être sur un PPA, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, avec les évolutions qu'on attend sur le marché de l'énergie, ce serait intéressant. Plutôt aller vers la CC, pourquoi pas également. C'est aussi un mode de valorisation qui est très intéressant. Si vous avez une boucle d'autoconsommation existante sur laquelle
votre installation peut valoriser son surplus, c'est également à étudier, mais là ça va être un petit peu au cas par la personne qui vous accompagne. Si je peux compléter, on n'est aussi pas du tout sur les mêmes typologies de projets. Aujourd'hui, quand on va signer un PPA, c'est rare d'être sur des puissances qui sont en dessous de 15, 20, 30 mégawatts crête. Donc c'est souvent quand même des très grosses centrales. Alors qu'en autoconsommation collective, on est forcément limité par le seuil réglementaire, 5 mégas ou 10 mégas si on est un projet avec des collectivités. Et on n'est également pas dans le même prisme que l'autoconsommation individuelle, où ça va être difficile d'aller installer plus de 3. Déjà, si on a une centrale de 3 mégas sur son site, c'est assez important. Donc c'est vraiment des raisonnements complètement différents. Coralie, une question que nous attendions sur les normes IFRS. On rentre dans les sujets de comptabilité et de déconsolidation. Quel impact de la norme IFRS 16 sur la comptabilité? Une location est intégrée en CAPEX, il me semble. Quel intérêt alors à la location par rapport à l'AMO? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une problématique qu'on a avec ce montage-là, puisque la norme IFRS 16, donc c'est une norme comptable qui vient faire que si on a un loyer de mise à disposition de centrale qui est fixe, eh bien l'actif de production est consolidé chez l'autoconsommateur, ce qui va notamment impacter ses capacités de financement. La meilleure solution en théorie pour éviter qu'il y ait une consolidation, ce serait de prévoir un loyer variable. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est assez embêté de prévoir un loyer de mise à disposition variable, puisqu'on se mettrait en risque de requalification en vente d'énergie et qu'on aurait donc une application du droit d'accise qui, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, est assez importante économiquement. Pour certains consommateurs, on est autour de 26 € du mégawattheure. Donc on commence à chercher des solutions. C'est vraiment du cas par cas. Ça peut être par exemple d'avoir une remise de la centrale à la fin du contrat qui ne soit pas à l'autoconsommateur, mais à une société tierce, par exemple sa SCI. On peut aussi aller chercher une variation de la rémunération de la mise à disposition qui soit pas liée réellement à la production ou à l'autoconsommation réelle. Donc d'autres types de mécanismes qu'on étudie vraiment au cas par cas. Et enfin, je précise également que la norme IFRS 16, elle s'applique qu'aux sociétés qui sont cotées en bourse. Donc c'est pas non plus l'intégralité des consommateurs qui sont concernés. Merci Coralie. Nous arrivons au terme de la présentation. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions complémentaires pour tous ceux d'entre vous qui peuvent rester encore quelques minutes. Donc peut-être pour Mathieu, jusqu'à quelle consommation électrique annuelle un investissement en autoconsommation est-il viable sans poser X milliers de panneaux solaires? Bon, après, on rentre sans doute dans des sujets individuels et voilà, nos interlocuteurs auront tout le loisir, voilà, de regarder leur cas particulier. Donc voilà, on vous invite à faire appel à nos équipes en local. On a traité, Mathieu, ce sujet quelque part de la réinstallation au bout d'une trentaine d'années. Cette question est reposée également. Peut-être pour Camille, quelles sont les modalités de soutien fiscal, les démarches qu'il faut entreprendre, voilà, pour obtenir des aides? Vous en avez sur les exonérations, j'imagine, c'est dans l'édition des factures. Je pense que vous pourrez compléter sur le fonctionnement dans les projets, mais c'est dans l'édition des factures au moment de la mise en service, quoi. En fait, comme c'est une mise à disposition d'un actif de production et que c'est un loyer, le tiers investisseur ne collecte pas le droit d'accise, tout simplement, sur ce loyer-là. Merci beaucoup. Il me reste, pour conclure ce webinaire, à remercier l'ensemble des participants pour toutes les questions qui sont posées. Il en reste quelques-unes, mais qui vont pouvoir être traitées de manière individuelle sur des cas particuliers. Donc remercier l'ensemble de nos intervenants, Bruno à distance, et de vous donner rendez-vous pour la rentrée, puisque nous aurons un nouveau webinaire, cette fois-ci sur les achats responsables. Donc merci à toutes et tous et une très belle journée à vous. Merci, au revoir.